Il ne faut pas politiser le sport. Le sport est au cœur de la vie de la cité. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le sport soit l'objet de récupération et de polémiques politiciennes inutiles. Vous savez que votre passion du sport, je la partage. Constitution d'un grand ministère sous ma responsabilité, réunissant les sports, la jeunesse et la vie associative. J'insiste sur le fait que cette diminution est largement faciale. Parce qu'il n'y a que le sport qui peut nous aider à répondre à des défis contemporains extraordinairement difficiles. Parole en jeu, le podcast du sport populaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Parole en jeu, le podcast de la FSGT, le podcast du sport populaire. Et pour cet épisode, on va parler du rôle social des clubs sportifs, des associations sportives, des fédérations sportives. Et nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Ditsch, co-auteur avec Jean-Baptiste Guégan de La France n'est pas un pays de sport, point d'interrogation, ce que le sport dit de notre société. Donc Guillaume, tu es enseignant au STAPS à l'université Paris-Est Créteil, agrégé en EPS et donc auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur l'histoire de l'EPS et sur la question des jeunes et de leurs pratiques sportives. Donc peut-être une première question à te poser. Il y a un point d'interrogation sur cette question. Alors, la France est-elle un pays de sport ? Déjà, bonjour Emmanuel, merci pour votre invitation à la FSGT. Le point d'interrogation, c'était en lien aussi avec le sous-titre, c'était montrer qu'au-delà d'une polémique et une réponse qui peut sembler peut-être un peu simpliste, oui ou non, on voulait montrer qu'à travers cette question, il y avait nécessairement les enjeux autour de la culture sportive et finalement on se posait la question, est-ce que cette culture, elle est réellement partagée par toutes les Françaises et tous les Français. Et c'est pour cela, dans le livre, on a parlé tout autant de la métropole et on n'a pas oublié l'outre-mer pour montrer que finalement, en France, il y a un modèle sportif qui fonctionne bien. Et de ce point de vue-là, on pourrait se dire que la France est un grand pays de sport, fonctionne bien notamment au niveau de la haute performance des compétitions sportives ou encore dans l'histoire, je dirais, de l'olympisme. Mais lorsqu'on regarde plus précisément les réalités sociales, les inégalités, elles restent assez fortes en fonction du genre, d'un milieu social ou encore en fonction des territoires. Oui, et d'ailleurs, tu dis que on met souvent en avant le fait qu'il y a de plus en plus de Français et de Françaises qui pratiquent du sport, mais quand on dit ça, on ne parle pas des inégalités sociales. Oui, alors tous les baromètres des pratiques sportives, les enquêtes INJEP aussi, c'est l'Institut national jeunesse et éducation populaire. Chaque année fait état, effectivement, depuis 2018, d'une augmentation. Alors, c'est du déclaratif, mais une augmentation du nombre de pratiquants, une activité physique. Sauf que, effectivement, derrière un chiffre qui est aujourd'hui à 61%, on pourrait se dire que c'est plutôt positif, et c'est en progrès en France. On évince d'une certaine manière en fait les réalités. Et la réalité aussi, c'est qu'en France, tu viens de le dire Emmanuel, c'est qu'on a ces deux paramètres au niveau social et au niveau du genre. C'est encore très marqué en France. Donc la question de l'accès aujourd'hui à l'activité sportive, ça me semble un enjeu prioritaire et c'est peut-être aussi une des questions qu'on pourra se poser ensuite. Et finalement, c'est tout ça le sens aujourd'hui d'un club. À quoi sert un club si ce n'est de pouvoir créer du lien social et justement renforcer ces démarches à la fois pédagogiques, associatives et finalement innovantes. Oui, je pense que même dans l'opinion publique, on n'en parle pas assez suffisamment de ce qu'apporte finalement un club. Quelle est la valeur sociale d'un club, d'une association à l'échelle d'un quartier, d'un village, d'une ville ? Tu l'as dit, c'est d'abord un lieu de socialisation. Et lorsqu'on met en parallèle comme l'évolution sociétale, le fait qu'il y ait un délitement, effectivement, peut-être des liens sociaux. On parle beaucoup d'individualisme, mais il y a une réalité aussi, c'est que cette génération Z dont on parle souvent, elle est née à l'ère du numérique, des réseaux sociaux. Donc, elle se socialise aussi par le numérique. Mais pour autant, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, lorsqu'on regarde un peu les enquêtes justement sur le rapport des Français à ces lieux de socialisation, systématiquement, ce qui revient, c'est qu'il y a un besoin et c'est notamment incarné par un club, une association. Donc il y a un besoin de se socialiser par le club, peut-être aussi d'un point de vue intergénérationnel, même s'il y a des inégalités dans le sport, on en parlait, et c'est évidemment important de le dire, notamment d'un point de vue social et en fonction du genre. Pour autant, peut-être qu'à travers le club sportif, c'est le seul lieu encore, peut-être, où on peut faire rencontrer différentes générations, différentes populations, mais à partir du moment où justement, et c'est peut-être tout l'enjeu
de l'éducation populaire à partir du moment où on en fait aussi un lieu d'apprentissage, un lieu d'émancipation. Et c'est là où on doit, je pense, contrecarrer aujourd'hui cette marchandisation du sport, mais aussi des corps, finalement. C'est là où l'éducation populaire a apporté, le club, l'association, c'est l'apprentissage. Tu as parlé effectivement de contenu pédagogique à destination de différents publics et de différents âges. Aussi aujourd'hui, parce que la réalité, c'est qu'on est dans une inversion de la pyramide des âges. C'est que dans les années 60, lorsque, la FSGT notamment était très présente, et elle est encore aujourd'hui, mais dans ce qu'on se disait là, dans les stages Maurice Baquet, on était aussi face à une génération de Françaises, de Français qui étaient nés après-guerre, ce qu'on parle aujourd'hui beaucoup, les boomers. Donc, baby-boom. Le baby-boom. Donc c'est cette génération qui a aussi fait évoluer les mœurs, le rapport au corps, par les femmes aussi principalement, mais par les jeunes, par les cultures juvéniles. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2026, plutôt. En 2026, on est face à une génération qui, effectivement, est plus vieillissante. Donc, la France est vieillissante. Et donc, nécessairement, l'offre des fédérations sportives, de la FSGT, je pense, doit s'intéresser peut-être encore plus à ces publics pour proposer une activité physique adaptée, mais pas simplement dans cette question, cet enjeu dont on parle beaucoup autour de la sport-santé, mais à travers, je pense, des liens intergénérationnels. Et ça, un club, une association l'apporte. Et des structures privées marchandes ne l'apportent pas nécessairement. Parce que les structures privées marchandes, quand bien même, effectivement, elles s'adaptent aussi à des modes de vie en termes de flexibilité, de liberté, même si pour moi, autour de la liberté, on est aussi face à des contraintes autour des normes sociales, on est plutôt sur de la consommation. On consomme un sport, on consomme une séance, mais il n'y a pas forcément l'après, la rencontre, la socialisation, et surtout faire d'un pratiquant, d'une pratiquante, quelqu'un qui sera capable d'être autonome, de pratiquer seul, en dehors justement de son quotidien et en dehors de ce moment-là de consommation de la pratique sportive. Et puis la salle privée est davantage sur les questions de finalité finalement, être musclé, perdre du poids en fonction de l'objectif qu'on a au départ. L'association, elle va plus porter un mouvement finalement et elle va dire autre chose d'un projet de société finalement. Oui, alors peut-être qu'on en parlera aussi sur l'enjeu d'une fédération affinitaire comme la FSGT. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une structure privée marchande, l'objectif premier, c'est l'efficacité, c'est la rentabilité économique. Et c'est là où, assez logiquement peut-être, ou pas, je ne sais pas, ces structures privées marchandes, elles fonctionnent aussi parce qu'elles se sont adaptées. Elles ont adapté l'offre sportive aux besoins. Quand je dis besoins, c'est des besoins aussi liés à l'accélération du temps. On a différents philosophes. Moi, je parle souvent d'un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. Il a montré qu'aujourd'hui, on est face à une accélération du temps, une accélération sociale. C'est-à-dire que dans une journée, on a tous cette sensation, finalement, de courir après le temps. Mais aussi parce qu'on est face à une information qui s'accélère. On a peut-être un besoin de se déconnecter aussi d'une actualité un peu ambiante, pas toujours très positive. Et en fait, finalement, on a cette offre sportive privée marchande qui s'est adaptée. Aujourd'hui, dans les salles de musculation, donc dans des structures privées marchandes, on peut pratiquer H24. Donc, lorsqu'on est abonné, on peut en pleine nuit, avec sa carte, dans certaines salles de musculation, venir pratiquer. Sauf que ça dit beaucoup de notre société, parce qu'on va pratiquer seul, dans des moments peut-être où on devrait davantage se reposer, je pense. Aussi peut-être parce que dans sa journée, pour plein de raisons, des contraintes professionnelles, mais aussi des contraintes sociales ou encore familiales, on n'a pas eu la possibilité justement d'avoir cette activité physique sportive. Et ça, nécessairement, aujourd'hui, les fédérations sportives, les associations ne peuvent pas le proposer. Parce qu'on est peut-être face aux limites du bénévolat et encore une fois, face à l'évolution de nos modes de vie. Exactement. Et d'ailleurs, la dernière enquête du ministère des Sports et de l'Agence nationale du sport sur le taux d'équipement, d'utilisation des équipements sportifs montre qu'il y a beaucoup de créneaux libres entre 6h et 8h du matin et entre 21h et 23h le soir. Donc, il y a probablement en effet des solutions à trouver avec les clubs. Revenons peut-être un peu plus en détail sur les fédérations sportives. Tu as évoqué la FSGT
plusieurs fois. C'est une fédération affinitaire. Dans ton livre, tu parles également de l'UFOLEP, tu fais référence au baromètre sport santé de la FF-EPGV. C'est quoi la spécificité pour toi d'une fédération affinitaire et multisport ? C'est pour ça qu'on prend ces différents exemples de ces fédérations affinitaires, selon moi, dont on ne parle pas suffisamment, justement, dans le débat public et au niveau politique. Une fédération affinitaire, selon moi, elle se définit d'abord par sa spécificité. Elle répond à un projet politique et éducatif qui est assumé. Et il me semble que la FFGT, justement, le projet assumé, c'est un sport qui doit être inclusif, solidaire, mais encore une fois, au service d'un sport alors démocratique, mais surtout émancipateur. Et c'est là où la fédération affinitaire peut-être propose autre chose qu'une fédération sportive qui a une délégation de service public, mais qui principalement, même s'il y a des évolutions aujourd'hui des fédérations sportives délégataires, mais quand même se centre principalement sur la compétition sportive et sur l'organisation des compétitions sportives, et notamment par les équipes nationales, mais aussi aux différents districts. Et peut-être parce que les fédérations affinitaires considèrent que le sport n'est pas forcément bien naturellement et qu'il y a des conditions à créer pour qu'il soit justement émancipateur. Oui, alors, c'est pour ça qu'on essaye, dans notre livre, de sortir un peu de ces croyances. Le sport n'est pas porteur de valeurs en soi. Et même si les différents politiques, et là, vraiment tout parti politique, ont systématiquement cherché dans l'histoire un peu du sport à instrumentaliser le sport. Le sport serait porteur de manière intrinsèque de ses valeurs. Tu l'as bien dit, effectivement, et au niveau de la FFGT, Maurice Baquet le dit bien, justement, autour de ses valeurs. C'est la dimension éducative. Et surtout, quel est le projet de société que l'on adosse à ces valeurs du sport. Donc aujourd'hui, parler d'un sport qui serait plus inclusif, qui serait plus durable aussi, parce qu'on est face aux enjeux de la crise climatique, mais sans réfléchir finalement à un projet de société. Penser qu'aujourd'hui, on peut être sur une société plus inclusive, plus durable, et en parallèle, en rester à justement une logique néolibéraliste, un sport marchand, une pratique dans les clubs qui se réduit, donc avec une socialisation finalement moindre. Pour moi, ce n'est pas possible. Et c'est justement contradictoire. Et c'est là où la fédération affinitaire, comme la FFGT, assume justement l'idée que le sport peut apporter autre chose. C'est pour ça qu'on parle du sport autrement. Et on voit que concrètement, ces fédérations affinitaires commencent quand même à influencer les fédérations sportives délégataires. Je vais prendre l'exemple du tennis de table, qui aujourd'hui est la seule fédération sportive qui est ce qu'on appelle une fédération à mission. Donc, elle réfléchit à ce qu'on appelle la performance sociale. Qu'est-ce qu'un club, à l'échelle locale, d'un village, d'un quartier, peut apporter à une population ? Et c'est là où la FFGT, l'UFOLEP notamment, effectivement, réfléchit... La FSCF aussi. La FSCF réfléchit à des formats, mais finalement, avec un vrai projet politique, mais aussi éducatif, pour permettre en fait à des populations, alors très souvent des populations peut-être plus vulnérables, éloignées de l'accès à la pratique sportive, de pouvoir s'en émanciper. Et je pense que c'est aujourd'hui, pour penser à un sport autrement en France, c'est la ligne peut-être politique à suivre. Et ce sera aussi l'objet de tous ces podcasts que réalise la FFGT, parler du sport autrement et parler du droit au sport pour toutes et tous, et que voilà, quelle que soit sa condition physique, son genre, son handicap, eh bien on puisse trouver une activité dans laquelle finalement on rentre et on prend du plaisir, et parce qu'on va prendre du plaisir, on va progresser. Et ça, c'est aussi ce que permet le club, c'est de progresser. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est important peut-être en premier de parler d'apprentissage. Parce que en fait, c'est comme dans tous les domaines. Finalement, c'est par le savoir, c'est par l'apprentissage qu'on peut s'émanciper. Et pour moi, le problème aussi de l'émancipation, c'est une notion qui peut être un peu galvaudée. L'émancipation, c'est une notion qui amène, comme tu l'as dit, à sortir de sa condition sociale, sa condition si naturelle. Se dire qu'en fonction de différences, peut-être morphologiques, de situations de handicap, de genre, on peut effectivement, par le sport, lorsqu'on est accompagné, encore une fois, par des éducateurs bien formés, et peut-être on parlera aussi peut-être mieux rémunérés aussi, si on accorde de l'importance à ces éducateurs sportifs, on peut sortir de sa condition. Sauf que dans la réalité, c'est qu'actuellement, je pense que le modèle sportif, notamment associatif, accepte aussi d'une certaine manière une forme de précarisation.
alors acceptent ou non, hein, mais on parlait des limites de ce modèle un peu du bénévolat. Et ça aussi, c'est une condition peut-être pour permettre à ces éducateurs de pouvoir peut-être mieux accompagner et encore une fois d'en faire leur métier sans être dans une situation de précarité aujourd'hui. C'est un des enjeux, par exemple, de la FFEPGV qui, elle, a professionnalisé son encadrement et qui porte justement une non-précarisation des encadrants sportifs, ce que ne propose pas le secteur privé marchand. Et puis, tu ne l'as pas évoqué, il y a aussi toute la question des réseaux sociaux et des Thibaut InShape, par exemple, qui est un, je crois, des influenceurs les plus suivis. C'est le premier youtubeur de France. Mais on voit bien comment, au niveau social, ou sociétal plutôt, on suit finalement ce que des philosophes comme Alain Ehrenberg a très bien dit dès les années 80. Les années 80, c'est aussi les conséquences de la mondialisation. Donc en France, on importe en fait le modèle un peu américain, là, dont on parle souvent même dans le sport. C'est l'idée que finalement, on doit être auto-entrepreneur de sa propre vie. Mais on doit aussi être l'auto-entrepreneur de son corps. Et Thibaut InShape, c'est le parfait exemple. Finalement, le corps, il devient un objet de consommation, mais aussi c'est un objet économique parce qu'il le permet, par ses contenus, par ses chaînes YouTube, notamment et à travers les réseaux sociaux, de monétiser finalement ce qu'il propose, hein, mais sans nécessairement avoir un niveau de diplôme, une certification. Et en France, tout de même, on a des certifications, alors peut-être très exigeantes, hein, des CQP, proposées par les fédérations sportives, fédérations aussi affinitaires, mais qui font que demain, justement, lorsque vous êtes parent, que vous amenez vos enfants dans ces structures, vous savez que vous avez des éducateurs sportifs qui sont bien formés et qui peuvent accompagner, permettre justement cette progression dont tu parlais pour leurs enfants. Avec peut-être aussi aujourd'hui la limite, c'est qu'on a des éducateurs sportifs dont tu parlais qui sont parfois dans des situations de précarité, qui doivent avoir différents emplois. Et c'est là où peut-être les moyens humains manquent dans ce modèle sportif. Mais parce qu'ils sont concurrencés par ces youtubeurs qui se disent experts effectivement de l'activité physique, de la musculation, et pour qui on ne pose pas la question parfois des discours. Parce que, alors Thibaut InShape, mais d'autres, hein, derrière quand même la lutte contre les stéréotypes, les violences sexistes et sexuelles, le retour quand même d'un point de vue géopolitique, hein, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis aujourd'hui, des discours masculinistes. Là-dessus, on n'a pas de régulation en tant que telle de ces GAFA, de ces réseaux sociaux. Et ces régulations, par contre, on les a, et heureusement, hein, dans les fédérations sportives, dans les fédérations affinitaires, pour notamment avoir cet enjeu de lutte aujourd'hui contre les violences sexistes et sexuelles. Moi, en tant qu'enseignant STAPS, on forme évidemment et heureusement les enseignants d'EPS à ces questions. Donc, on a des modules et pas simplement des conférences, des sensibilisations. Il y a des vrais contenus pour être capable demain, justement, de lutter concrètement contre ces violences sexistes et sexuelles. Et c'était Thibaut InShape que les médias invitent pour questionner Emmanuel Macron lors de la dernière grande séquence sur les enjeux du sport. Donc ça interroge aussi, en effet. Ça interroge et en même temps, ça dit beaucoup de notre société où finalement on cherche davantage finalement l'audience, la communication, plutôt que ce qui fait aujourd'hui le quotidien du sport en France. C'est quand même depuis les années 60, le tissu associatif qui fait que même si on a des inégalités en France, en métropole, en outre-mer, quand même, aujourd'hui, on peut avoir des clubs, des associations, délégataires, affinitaires, qui proposent quand même une offre sportive diversifiée à tout un chacun. Et ça, moi, je le défends. C'est là où la France est un pays de sport, mais pas un sport performance. Encore une fois, un sport populaire, mais qui a besoin aujourd'hui peut-être d'être soutenu, qui est fragilisé et qui nécessairement aussi doit évoluer pour être pérennisé, renforcé. Alors, c'est une très bonne transition vers notre pub à nous, qui est la radio Graffiti, la radio qui donne la parole au mouvement associatif et sportif. Et donc, on va écouter Aurélien Soja, qui est chargé de projet au comité FSGT des Bouches-du-Rhône. FSGT. La FSGT. FSGT. À la FSGT. Avec la FSGT. La FSGT. À la FSGT. Bonjour, je suis Aurélien Soja, permanent au niveau du comité FSGT 13, en charge des projets sociaux avec un collègue, Rémi Lambert.
il est important de rappeler que les projets socio-sportifs ont toujours été au cœur du développement des activités du comité FGT 13, tant d'un point de vue général, au niveau des adhérents et des clubs issus de milieux populaires, que sur les projets spécifiques menés dans les différents QPV du territoire. Nos objectifs se situent à 3 niveaux: intervenir dans une démarche d'intérêt général, initier à de nouvelles activités et rendre la pratique pérenne en tissant du lien associatif dans les différents QPV territoires sur lesquels nous intervenons. Aujourd'hui, nous avons 3 projets majeurs au sein du comité. Le premier qui est J'apprends à nager. Donc, comme son nom l'indique, l'idée c'est d'accueillir des enfants sur les stages de natation pendant les vacances scolaires afin de leur permettre de se débrouiller à l'issue de ces stages. C'est un projet qui est mené directement par le comité FGT 13 avec l'appui et le soutien de nos clubs directement dans les QPV. Le second dispositif, Cité Tour, qui est mené aussi directement par le comité avec l'appui de nos différentes structures et clubs, aussi bien par des structures associatives que des clubs qui sont directement affiliés au niveau du comité. Ce sont des journées sur lesquelles nous proposons différentes activités sportives, aussi bien de l'escrime que du roller, que du tir à l'arc, que de la boxe. Et ce sont des initiations que nous proposons et l'idée, c'est par la suite d'essayer de consolider et de tisser du lien associatif en créant des sections sur les différentes structures sur lesquelles nous intervenons. Enfin, le troisième projet, qui est le projet Tremplin Sport, en collaboration directement avec la ville de Marseille sous forme de marché public. Nous intervenons là sur plus de 50 dates sur la saison. Et l'idée, comme sur le projet précédent, c'est de proposer des initiations sportives sur des activités qui sont peu répandues et de faire connaître aux jeunes, de susciter l'intérêt de pouvoir s'inscrire par la suite dans des structures associatives telles que nos clubs FGT. Nous estimons aujourd'hui organiser environ 70 dates sur la saison avec une 50aine de clubs et ou structures associatives proches ou partenaires du comité et toucher à peu près 5000 jeunes chaque saison sportive. Il est important de rappeler que ça fait plus de 30 ans que le comité s'est lancé dans ce genre de dispositif, d'où le fort impact qu'on peut avoir sur les territoires et les dizaines de milliers de personnes que nous avons pu toucher au fil du temps. C'est assez sympa aujourd'hui de voir et de rencontrer des personnes qu'on a pu voir grandir dans le dispositif et qui nous rappellent un petit peu tout le parcours qu'il y a pu avoir dans ces différents projets, lorsqu'on se rappelle un peu tout ce qui a été proposé depuis la fin des années 90. D'un point de vue plus global, nous sommes convaincus que le cadre associatif demeure l'un des cadres les plus générateurs de liens sociaux, ceci d'autant plus quand nous arrivons à mixer différents publics et différents territoires. Avec, par exemple, lors des matchs de foot que nous organisons les samedis sur des différents plateaux, nous avons une vraie mixité au niveau des territoires et du public concerné par ces différentes rencontres. Au niveau des perspectives, le comité essaye cette saison de mettre un maximum de force et de moyens sur différents projets. 3 spécifiquement, Cité Tour, avec de nouvelles interventions dans de nouveaux territoires, la féminisation et la pratique partagée. Alors Aurélien Soja nous a parlé de la dynamique du comité FGT des Bouches-du-Rhône. Je crois que tous ces projets qui sont organisés avec la mairie de Marseille par exemple et avec d'autres mairies doublent finalement le public auquel le comité s'intéresse, et double le nombre de licenciés finalement qui évoluent dans les clubs. Voilà, par exemple, tous les projets dans les quartiers nord de Marseille, des quartiers qui ont fait l'actualité justement pour le manque de services publics. Donc, est-ce que les fédérations sportives, les clubs sportifs, quelque part pallient aussi parfois au manque de services publics, d'installations sportives publiques dans les villes, dans les campagnes? Oui, peut-être à défaut. Et c'est là où justement il y a une première notion que le collègue a rappelée, c'est la notion d'intérêt général. On voit comment, encore une fois, par ces clubs sportifs, par ces bénévoles, on peut apporter à une population, on peut répondre, comme tu l'as dit, peut-être à des défis très locaux sur des problématiques, alors ici dans les Bouches-du-Rhône à Marseille, mais finalement sur l'ensemble des territoires. Mais encore une fois, plus qu'un nombre de licenciés, même si c'est important de dire effectivement l'écho que peut avoir un club, une association, ce qui est important, on l'a entendu, c'est quand même un vrai projet éducatif. On a parlé de sport partagé, il y a eu des dispositifs comme le savoir nager. C'est un besoin vraiment prioritaire et justement les enseignants de PES ne peuvent pas aujourd'hui être en capacité
pour plein de raisons, budgétaires, en termes d'installation sportive, en tout cas répondre à une demande forte aujourd'hui de la population. Mais quand je disais à défaut, c'est qu'on voit bien que là, on est quand même sur les limites aussi de ces dispositifs, parce que même si c'est depuis plus de 30 ans et c'est important en termes d'engagement associatif, on voit bien que ces dispositifs, ils tiennent aussi par rapport à des acteurs locaux. Et la question que je pose, c'est comment justement leur permettre de bien fonctionner, parce que le collègue aussi a parlé de pérennité. Et effectivement, il faut pérenniser ces projets, il faut permettre de ne pas être simplement sur l'événementiel, du ponctuel, et comme il semblait le dire, permettre à différentes générations effectivement de se reconnaître dans ces dispositifs et peut-être ensuite prendre la place de ces éducateurs et poursuivre en fait cet engouement. Et là, je pense qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui et on ne peut pas la mettre de côté. On est dans un contexte d'ailleurs d'élections municipales. Dans un an, a priori, des élections présidentielles, le sport, c'est souvent la cinquième plutôt, roue du carrosse. Donc, comment on fait en sorte que le sport soit pris en compte comme une politique culturelle, tu l'as dit au début de ce podcast, essentielle. Parce que tu fais bien de le rappeler, peut-être pour les auditeurs. Aujourd'hui, le budget au sein du ministère des Sports et de la Jeunesse, c'est 0,15%. Donc, c'est véritablement... Du budget de l'État. Du budget général de l'État. Donc, c'est vraiment une variable d'ajustement. Et une autre réalité, donc on rappelle, l'ANDES, qui est l'association justement des élus du sport à l'échelle municipale, puisque tu parlais effectivement l'année 2026, les élections municipales, ils ont annoncé que dans la période budgétaire actuelle, de coûts budgétaires, justement, pour certaines collectivités, parce qu'il faut rappeler aussi qu'aujourd'hui, les collectivités sont les premiers financeurs du sport en France. Exactement. Public, bien sûr. Ils ont annoncé entre 30 et 40% de baisse au niveau du budget sport dédié à l'échelle locale. Donc là, les conséquences, elles sont directes. C'est comme pour la culture. C'est que là, tu parlais de cinquième roue du carrosse. Là, on est sur une variable d'ajustement. Et donc, nécessairement, puisqu'on est sur des subventions publiques, les clubs, les associations vont subir de plein fouet, ils subissent déjà ces coupes budgétaires. Donc là, il y a un enjeu, je pense, 2026, mais aussi 2027, pour montrer qu'à l'échelle locale, justement, c'est ce qu'on disait plus tôt dans le podcast, on n'est pas juste sur une consommation de sport. Un club, encore une fois, aujourd'hui, c'est un lieu de socialisation. C'est un lieu d'apprentissage, d'émancipation, qui répond à des besoins vraiment locaux, qui peut permettre, en complémentarité à l'échelle d'un quartier, de faire ce lien entre l'école et le club. Sans cela, la tendance nécessairement, c'est ce qu'on a pu observer, ce que j'ai dit, c'est une école qui est coupée du quartier des clubs. C'est une offre privée marchande qui va répondre à certaines demandes, mais pour certaines populations. Et donc, de fait, ces inégalités, elles vont s'accentuer. Et lorsqu'aujourd'hui, on voit les problématiques de santé liées à la sédentarité, et le fait que, pour faire simple, un jeune aujourd'hui, de cette génération actuelle, 50% des garçons répondent aujourd'hui aux recommandations de l'OMS. C'est-à-dire que dans 10 ans, 20 ans, les maladies cardiovasculaires vont être en forte augmentation pour les garçons. Mais j'ai envie de dire pire, seulement une fille sur 3, donc 30%. Donc les inégalités entre les femmes et les hommes, demain, vont être encore plus fortes en termes, on a dit, d'accès au sport, mais aussi par rapport à la question de la santé physique, mais aussi santé mentale, on en parle aujourd'hui. Donc c'est là où on a nécessairement peut-être un modèle sportif associatif qui doit être certes renforcé, peut-être avec des subventions publiques fléchées, indexées par rapport à des projets de société. On parlait d'inclusion, de solidarité ou encore d'égalité, de mixité. Demain, si la politique publique veut effectivement répondre à un projet de société, indexons ces subventions aux associations qui véritablement ont un vrai projet d'accompagnement, de progression pour la population. Donc c'est là aussi, il y a cette question. Ou alors, restons à ce projet néolibéral et finançons, comme pour le passeport, des structures privées marchandes, puisque la réalité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les salles de musculation, des jeunes, pas nécessairement majeurs, peuvent bénéficier d'un dispositif passeport. Donc c'est une subvention de 50 € qui a été augmentée à 80 € pour accéder à une salle privée marchande. Donc c'est ça aussi la réalité. Donc il y a aussi quand même derrière un projet politique qui est assumé selon moi. Oui, et la réalité aussi de la baisse des subventions, c'est nécessairement une augmentation du coût d'adhésion
au club, puisque les ressources publiques étant moindres, eh bien, le club doit augmenter le coût de pratique. Et parfois, on peut même atteindre des taux d'adhésion à 500 € dans certaines villes pour des enfants. Donc je suis partagé, ou alors j'aimerais dire que déjà ce que tu dis, effectivement, le coût d'une cotisation est déjà très inégal en fonction des lieux, des territoires, des sports, des sports hein, et des fédérations. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le modèle sportif français, notamment les fédérations sportives délégataires, ont été créées sur ce modèle, sur la licence sportive. Et parfois en cherchant le plus de licenciés sportifs, parce que effectivement, économiquement, c'est ce qui permet une fédération sportive de fonctionner. La réalité, c'est peut-être qu'aujourd'hui, justement, on est sous les limites de ce modèle. On a parlé de professionnalisation, peut-être des éducateurs sportifs pour sortir d'une forme de précarisation. Et encore une fois, se dire que demain, on peut avoir des éducateurs mieux rémunérés, mais comme des enseignants, hein, mieux rémunérés, mieux formés, et donc au service de l'intérêt général des enfants et donc des citoyens. Et peut-être contrecarrer justement l'évolution peut-être très individualiste et néolibérale autour des youtubeurs. En tout cas, mettre plus de régulation. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que là, dans cette recherche de financement, on peut peut-être aussi réfléchir à d'autres moyens de financement, en tout cas diversifier les moyens de financement, parce que ce qu'on disait au préalable, c'est qu'un club, une association, il a une valeur sociale. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, le tissu associatif a des difficultés à le faire valoir, à dire que, effectivement, on peut aussi socialement apporter, sans être dans une logique économique, mais on apporte effectivement à une société, à un projet de formation citoyen. C'est pour ça qu'il y a des mouvements socio-sportifs qui essayent de réfléchir à être mieux structurés et à évaluer surtout ce qu'on appelle l'impact social aujourd'hui. Et il y a un chiffre qui a été repris très souvent, c'était un bureau d'études notamment qui a fait état, et le CNESF s'est emparé de ce chiffre. C'est le fait d'investir 1 € pour l'activité physique et le sport et permettre finalement une baisse de 7 € dans des coûts indirects pour la santé, mais aussi la cohésion sociale. Mais une fois qu'on a donné ce chiffre, pour moi, il y a quand même tout un projet à mettre en place à l'échelle locale pour montrer encore une fois ce qu'on peut apporter à une société. Et pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas totalement. Et c'est aussi cela qui explique ces baisses très fortes au niveau budgétaire dans le sport, mais encore la culture. Exactement. Et à force de dire que le sport n'est pas politique, à la différence de la culture qui souvent assume davantage son ancrage politique, finalement, on ne gagne pas grand-chose. Oui, je pense que là aussi, c'est une deuxième croyance qu'il faut absolument, pour moi, combattre. Comme pour les valeurs, le sport est politique. Même le sport aujourd'hui, j'aimerais dire, est géopolitique. Lorsqu'on voit l'organisation des grands événements, de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, même si on parle beaucoup des États-Unis, le sport est politique. Mais je pense qu'en disant cela, on oublie que derrière l'idée de politique, c'est un sens noble. La politique, c'est au service de la cité, c'est au service de l'intérêt général. Et c'est là où justement le sport est politique et peut être vertueux à partir du moment où on réfléchit à peut-être un autre sport. Et se dire qu'encore une fois, ces fédérations sportives délégataires qui ont été créées à l'origine pour mieux structurer le mouvement sportif, mieux organiser des compétitions sportives, en 2026, il y a peut-être effectivement un pas de côté à faire, et même, j'ai envie de dire, un renversement de cette pyramide dont je parlais au préalable, pour investir finalement massivement, pas dans la haute performance, mais en fait dans le sport pour toutes et tous. Et dans cette masse et cette démocratisation, pour moi, c'est pas contradictoire avec l'idée d'en dégager effectivement des sportifs de haut niveau qui pourraient participer d'un point de vue politique, géopolitique, au rayonnement. Mais là, on a d'autres nations sportives. Nous, on prend l'exemple de la Norvège, par exemple, même si la limite, c'est qu'on n'est pas quand même sur les mêmes cultures. Pour ça, le parallèle, parfois, est difficile. Mais quand même, la Norvège assume que jusqu'à l'âge de 13 ans, on ne sépare pas les garçons et les filles. On ne sépare pas les milieux sociaux. Lorsque vous pratiquez une activité sportive, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de compétition dans le sens de comparaison à l'autre. Donc, on est vraiment sur l'idée de faire du sport pour toutes et tous, pour participer à l'émancipation sur du multisport et éventuellement, à partir de 13 ans, une spécialisation sportive. Donc, on est sur un sport mixte. Et aujourd'hui, en France, il y a évidemment, alors à l'FGT et dans des fédérations sportives, ce projet qui est assumé. Mais ce n'est pas tout de même la tendance dominante à l'heure actuelle.
Oui, d'ailleurs, il y a le journaliste Pierre-Emmanuel Lugnot d'Avignac dans L'Enfant et l'entraîneur qui a fait lien aussi entre les contenus sportifs proposés, les politiques sportives de pays, notamment la Norvège, et l'impact aussi sur les violences faites aux enfants. Et qu'en effet, en Norvège, on peut être une athlète de haut niveau en sport de neige et être pleinement épanouie et pleinement émancipée parce qu'elle va lier sa pratique de haute performance avec sa nutrition et voilà, elle va réaliser son projet finalement de A à Z. Donc, il y a des liens très importants et c'est pas la compétition finalement que tu remets en question. Et d'ailleurs, fin janvier, la FSGT a organisé son championnat national de cyclocross avec un record de participation, 650 coureurs et coureuses qui aujourd'hui font un cyclocross populaire, accessible au plus grand nombre. Donc la compétition, elle peut aussi être émancipatrice. Elle l'est à partir du moment où il y a une réflexion sur la modalité. Lorsqu'on sépare les hommes et les femmes, les filles et les garçons dès l'enfance, ça préfigure quand même la société à venir. Et encore une fois, parler de mixité sans parler d'apprentissage, de coopération avec et pas contre l'autre, pour moi, c'est un projet quand même qui est tout autre. Sauf que dans la réalité, rapidement, on a une séparation finalement des filles et des garçons dans les fédérations sportives. Et donc derrière, nécessairement, les stéréotypes vont perdurer. Cette idée que les filles seraient moins capables que les garçons de réussir, là, c'est quand même des croyances très fortes encore en France. Au mois de janvier, on a aussi eu, on parlait baromètre des pratiques sportives, mais il y a une enquête sur les violences sexistes et sexuelles qui rappelle là aussi que les stéréotypes, en fait, c'est pas qu'ils sont bien présents, c'est qu'ils ont même été accentués par des discours masculinistes. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus encore que hier, on a cette nécessité vraiment d'assumer un projet politique d'éducation populaire pour que les filles et les garçons pratiquent le sport ensemble et des compétitions sportives ensemble, et pourquoi pas mettre des pratiques sportives et des compétitions intergénérationnelles. Et c'est ça pour moi un projet de société, et penser le sport autrement. Et d'ailleurs, un petit pas de côté, c'est vrai qu'au bac, on demande aux enseignants de mieux noter les filles en EPS. Ça, c'est aussi une croyance, même si mais on parle beaucoup d'EPS parce qu'il y a cette particularité d'évaluer le corps. Des arrangements évaluatifs, on peut l'observer dans toutes les disciplines scolaires, mais en EPS, il y a cette croyance parce que effectivement, historiquement, on a une EP sportive qui dépendait du ministère des Sports, qui était davantage centrée sur la performance sportive, qui amenait des inégalités fortes entre filles et garçons. Aujourd'hui, la réalité, c'est justement, on parle d'élèves, on ne parle pas de filles et les garçons, et donc on a des barèmes plus inclusifs, mais surtout une ouverture sur des activités physiques et sportives. Et en fait, dans ta question, oui, je ne nie pas le fait que ça doit exister à l'échelle locale, mais dans la réalité, on pense plutôt comment aujourd'hui proposer une EPS inclusive qui permette la réussite de toutes et tous. C'est ça l'enjeu. Et c'est surtout pas évidemment s'adapter et essentialiser finalement les corps et les élèves. Alors Guillaume, on va aller vers la fin de ce podcast. Donc j'ai dit tout à l'heure, en 2027, il y a les élections présidentielles. Il y aura peut-être des élections législatives d'ailleurs entre-temps. Imaginons que tu sois ministre des Sports. D'ailleurs, est-ce que tu serais ministre des Sports dans un portefeuille sport éducation nationale? Est-ce que le sport doit être rattaché à une autre politique publique? En tout cas, si tu étais ministre des Sports, par exemple de la jeunesse et de l'éducation populaire, ce serait quoi les 3 grandes priorités? Alors pour moi, il y a 2 questions. Il y a 2 questions. La première sur le ministère, effectivement, politiquement, même récemment, on a eu un rapprochement entre l'éducation nationale, sport et jeunesse, et même plusieurs fois. Au contraire, je pense que si on assume véritablement l'idée d'avoir un projet politique et de rendre effectif, de se dire que le sport, c'est un droit qui doit être effectif pour toutes et tous, mais comme un service public d'éducation, comme l'accès à la santé, au contraire, je défendrais plutôt l'idée d'avoir un ministère indépendant. Mais en premier, parler de jeunesse. La jeunesse en premier, l'éducation populaire en deuxième et le sport dans l'ordre. Et l'ordre, pour moi, il est important. La jeunesse, l'éducation populaire et le sport de manière plus large. Et là, je pense qu'on l'a dit dans le podcast. Moi, je milite justement pour, en premier, l'accès au sport pour toutes et tous et véritablement le mettre dans une loi, le rendre effectif.
Et parce que dans la réalité, c'est pas le cas. En deuxième, penser le sport autrement, c'est nécessairement assumer cette idée justement d'avoir un sport plus démocratique, populaire, inclusif. Et donc nécessairement aussi renverser en fait les objectifs, mais aussi derrière le projet politique, les subventions. Donc se dire qu'encore une fois, c'est pour les associations, les clubs qui assument un projet social de société, c'est là où les subventions doivent venir de manière prioritaire. Et il y a en 2030 les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'était le troisième objectif, voilà, nécessairement. des Alpes françaises. On en parle. Donc c'est sur la dimension écologique, parce que l'activité physique et le sport a un impact. Un impact, tout d'abord, il faut le dire, négatif d'un point de vue écologique, en termes d'empreinte carbone. On parle beaucoup, et à juste titre, bien sûr, le grand événement, les Alpes 2030. Le fait que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, cet événement, on va avoir des activités sportives, des courses avec 100% de neige artificielle. C'est ça comme la réalité. Et en 2026, là, en Italie, on verra après, évidemment, les enquêtes sur l'impact, mais on pense être dans la même perspective. Mais aussi dans notre quotidien. Parce qu'on oublie, c'est que lorsqu'effectivement on a des difficultés, et ça fait écho à mon premier objectif sur l'accès, lorsqu'on a des difficultés à se déplacer, à trouver une offre sportive proche, dans la réalité de tout un chacun, on prend sa voiture. On prend sa voiture pour se déplacer et faire un sport. Et là, je ne veux pas être dans un discours culpabilisant, bien au contraire. C'est que la réalité, c'est que pour moi, tous ces enjeux ils sont corrélés. Si on donne accès, si on propose une offre plus proche, nécessairement aussi, on aura un impact d'un point de vue écologique et on diminuera justement l'empreinte carbone. Mais je vais terminer justement sur ces notes positives. L'activité physique et le sport peut et a un impact positif justement d'un point de vue écologique. Alors, je ne reviens pas sur l'empreinte carbone, même si c'est un objectif important, mais même d'un point de vue philosophique. Si justement on ne s'inscrit pas dans un projet néolibéral d'accélération vis-à-vis du temps, de consommation du sport, du corps, si justement on en revient finalement au réel, revenir au réel, donc reconnecter finalement les gens par le club, là aussi d'un point de vue, je dirais, écologique, mais je parle bien d'un point de vue philosophique, social, là aussi je pense qu'on a tout intérêt justement à montrer toute cette valeur sociale du sport, et pour moi ces 3 enjeux et 3 objectifs sont interreliés et interconnectés. Merci beaucoup Guillaume, c'était passionnant, j'ai adoré avoir cet échange avec toi. Donc je rappelle que Guillaume est co-auteur avec Jean-Baptiste Guégan de La France est-elle un pays de sport ? Ce que le sport dit de notre société, et vous pouvez suivre Guillaume, son actualité sur les réseaux sociaux avec en 2026 un projet de carrousel notamment sur LinkedIn. Le premier sujet étant le sport est-il de luxe, est-il un luxe? Sujet ô combien d'actualité. Eh bien, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Parole en jeu. Merci Guillaume. Merci Emmanuel. Merci à la FGT pour votre invitation. Parole en jeu, le podcast du sport populaire. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.